Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit live sur la formation ISCA. On est aujourd'hui avec Iris pour discuter un petit peu de comment on met tout ça en place, le contenu de la formation, etc. Et ben du coup, je laisse tout de suite la place à Iris pour nous en parler et nous en dire un petit peu plus. Vas-y Iris. Je t'en prie. Est-ce que tu veux rappeler par rapport aux questions, tout ça, le fonctionnement Oui, ou... c'est vrai, c'est Ouais, une comme très ça. bonne idée de le rappeler dès le début. Ouais, Donc, vous pouvez poser vos questions dans l'espace commentaire de Facebook. On a un tout petit souci technique avec Instagram. Du coup, ce sera dans l'espace commentaire de Facebook uniquement. Et puis, Iris y répondra à la fin du live et moi, je lui transférerai les questions. Voilà. super. Bonjour à tous et puis merci Lindsay d'être là ce soir. Plaisir. En plus, bah voilà, vous le savez peut-être pas, mais Lindsay elle est aussi ISCA, donc elle a suivi la formation, elle a été diplômée. Tout à Donc fait. elle nous fera le plaisir d'intervenir aussi pour apporter son regard de l'autre côté, on va dire, de la place de l'élève. Et je pense que du coup, bah, ça a donné aussi notre dimension à cette présentation. Donc, merci à toi. Avec plaisir, Iris. N'hésite pas, voilà, à intervenir au fil de l'eau. Enfin, voilà, je te poserai peut-être des questions aussi au fur et à mesure. Ça marche. Alors, on va partager tout ça maintenant. Je me Et tiens on est prête. parti. C'est tout bon. Alors, moi, je vois que tu dois double-cliquer pour passer en mode plein écran. Moi, je suis déjà en mode Eh ben, plein c'est bon. écran. C'est C'est bon, fait. j'ai eu un petit retard. Nickel. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de la formation de professionnels instructeurs en soins coopératifs animaliers. Et je vais commencer par une petite présentation générale de la formation et puis de ce qu'est un instructeur ISCA. Si ma présentation est bien marchée. Donc, cette formation, elle a lieu depuis 2020 et donc la session 2025, ça va être la sixième promo. Comme chaque année, il y a des nouveautés, mais je pense que sur cette session, ça va être la session où il y aura le plus de nouveautés. D'habitude, j'ajoute toujours des leçons nouvelles, des semaines nouvelles, etc. Mais celle-ci, ça va être celle où il y a le plus de changements. Donc on verra ça un peu plus tard. Donc, tout d'abord, mais qu'est-ce que c'est un ISCA? Donc, qu'est-ce que c'est un instructeur en soins coopératifs? Puisque c'est, on va dire, c'est voué à être un métier en tant que tel. Donc voilà, je vous présente un petit peu les contextes d'intervention de l'instructeur en soins coopératifs animaliers. Donc l'ISCA va accompagner les personnes qui sont majoritairement en difficulté avec leur chien pour le soigner ou le faire soigner par des soignants, que ce soit des vétérinaires, des ostéopathes ou toute autre profession, des toiletteurs, etc. Ça peut être aussi des personnes qui veulent simplement améliorer leur relation et le bien-être général de leur animal. Jusque-là, par exemple, leur animal, c'est toujours bien laissé soigner, mais il n'avait pas vraiment de rôle actif dans ses soins. Et du coup, bah, ils veulent faire en sorte que leur animal soit plus content et qu'il ait un mot à dire là-dedans. Donc, on a pas mal aussi de gens qui viennent vers nous dans ce cadre-là. Ça va être aussi des fois l'accompagnement de soignants. Donc on a des professionnels qui peuvent se tourner vers nous parce que ils ont dans leur clientèle, dans leur patientèle, des animaux qui sont compliqués à gérer pour eux et du coup ils vont se tourner vers nous pour soit se former un petit peu eux pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place directement dans leur consultation, soit pour que justement ça soit nous qui intervenons auprès de leurs patients pour les aider. Et donc, quand on parle de soins, on va parler aussi bien de tout ce qui est toilettage, d'observance thérapeutique. Donc, ça veut dire le suivi des traitements qui sont donnés par les vétérinaires, par exemple, quand on a des personnes qui peuvent pas donner de traitement à leurs animaux. Et du coup, on a vraiment une mise en jeu de même de la santé, voire de la vie de certains animaux. Hmm. Parce que il y a des soins qui peuvent être vraiment cruciaux, pardon. Et ça va aussi sur les soins quotidiens, comme d'entretien, on va dire, par exemple, nettoyer les yeux, si on a un chien qui a des yeux qui coulent sans vraiment de pathologie particulière, ou nettoyer les oreilles, etc. Les soins faits par des tiers, évidemment les vétérinaires, les ostéopathes, les toiletteurs, les masseurs, enfin, on peut aller plus loin là-dessus. Ça peut être préparer un chien à faire des expositions de beauté qui va être tripatouillé par un juge. Voilà, ce genre de choses.
Et puis tout ce qui est en rapport au corps, donc le port de la muselière, d'un harnais, d'une collerette, d'un manteau pour un chien un petit qui commence à prendre de l'âge. Enfin voilà. Donc tout ce qui a trait au corps, aux soins du corps. Ça va être dans les, on va dire dans les compétences de l'instructeur en soins coopératifs. Et du coup, bah, là, je voulais te faire intervenir, l'INSEE, Ouais, pour savoir un peu, bah, toi, aujourd'hui, en tant qu'ISCA, bah, qu'est-ce que tu fais, dans quel cadre tu interviens? Parce que ça, après, on va dire la construction de la carrière de chaque ISCA va être un peu particulière, hein, tout à fait. parce qu'on verra après que le public visé par cette formation est très large. Donc, toi, au départ, tu es éducateur canin. C'est ça. Et voilà, voir un peu, bah, toi, du coup, bah, comment ça a affecté ta carrière d'éducateur canin et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, merci. Bah, alors, moi, je suis plutôt, comment dire, spécialisée dans tout ce qui va être comportement agressif, réactif, phobique, anxieux, etc. Donc, je fais plus de la consultation comportementale et de la désensibilisation contre conditionnement, etc., que vraiment de l'éducation canine. Je vais dire, tu Mhm. sais, euh, de l'obéissance, etc. Voilà, ça, je propose pas trop du rappel, du collectif, ce genre de trucs, c'est pas trop ma branche. Donc, j'ai trouvé dès le départ que les soins coopératifs, c'était hyper complémentaire avec ce que je faisais, parce que Bon. la plupart des chiens qui sont réactifs, bah, humains, autres congénères, etc., sont aussi généralement en difficulté par rapport aux soins. Donc, c'est vraiment très complémentaire avec ce que je faisais. Euh, donc, ça rentre complètement dans le fait d'aider les personnes qui ont des difficultés à soigner leur chien ou à les faire soigner. J'ai quelques personnes qui veulent tout simplement, comment dire, faire des soins coopératifs comme si c'était une activité qu'on fait avec son animal, comme c'est chouette, quoi, comme on ferait de l'agility ou comme on ferait du nosework ou que sais-je. C'est pas un sport, c'est sûr, mais c'est quand même quelque chose qui va enrichir la vie du chien et c'est aussi quelque chose qui va enrichir la relation. Donc ça peut être fait dans ce cadre-là. Et j'ai aussi quelques personnes qui me contactent dans ce cadre-là. Je travaille aussi avec des vétérinaires, donc perso, j'ai mis en place des sessions d'entraînement directement chez quelques vétérinaires partenaires où bah tu sais par exemple je vais avoir une matinée où ben je vais voir personne 1 avec son chien et puis ensuite on fait une petite pause pour avoir un écart entre les deux puis une deuxième personne etc et je vais un peu enchaîner les rendez-vous au cabinet vétérinaire je fais ça généralement 2 fois par mois comme ça je peux voir mes clients en présentiel et on peut s'entraîner directement en cabinet vétérinaire. Je fais pas encore ça avec les ostéos et les toiletteurs, mais pourquoi pas, ça peut aussi se faire, je pense. Je travaille aussi beaucoup en visioconférence, moi, Mhm. pour des entraînements individuels. Et je propose aux vétérinaires, etc., de discuter, d'être formés. Alors peut-être pas dans le sens où toi tu le fais encore, en tout cas dans les écoles véto et des choses comme ça, mais plus dans le sens de les sensibiliser et de pouvoir collaborer autour de ça, en fait, aujourd'hui. Euh, voilà, c'est déjà bien, n'est-ce pas? C'est déjà pas mal. Merci beaucoup pour voilà, le partage de ton expérience. Je sais que voilà, récemment, tu m'as parlé d'un projet là qui est en train Oui, de se concrétiser. Donc voilà, je sais que c'est que le début et du coup, c'est très chouette. merci. Du coup, je vais vous parler un peu des objectifs, on va dire, généraux de la formation, puisqu'on ira un petit peu plus en détail, enfin beaucoup plus en détail sur les objectifs pédagogiques de chaque module après au cours de la formation, donc un peu plus tard dans la présentation. Donc les objectifs, on va dire, généraux de la formation, ça va être pour chaque élève de savoir entraîner un chien soit en coopératif bah, lui-même, de maîtriser de bout à bout toutes les étapes pour ce type d'entraînement. Et en dehors, après, de ses propres techniques d'entraînement lui-même sur le chien, ça va être de savoir mener un bilan, récolter les informations qui vont être nécessaires à l'accompagnement de la famille qui va venir en demande, qui va s'inscrire en demande de cet accompagnement. Établir des programmes personnalisés d'entraînement pour répondre aux besoins des familles et de leurs chiens. Guider la famille lors des séances d'entraînement de manière efficace et bienveillante pour les aider à progresser vers la résolution de la problématique.
tout en respectant le bien-être émotionnel et physique du chien. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que, bien sûr, la famille a un objectif, mais nous, on va aussi prendre en compte tout ce qui est autour pour que à chaque pas, le chien soit à l'aise, que ce soit physiquement ou émotionnellement, et aussi la famille, parce que nous aussi, enfin en tout cas dans la formation, c'est vraiment on met un point d'honneur à traiter les gens de la même manière qu'on a envie de traiter des chiens, parce que si la plupart des gens qui se tournent vers ISCA, j'ai pas eu de cas en tout cas qui sortent de ce cadre-là, ont vraiment une volonté de bienveillance avec le chien Mhm. puisqu'il y a vraiment cette notion de consentement, etc. Et ben, nous, dans cette formation-là, on veut vraiment aussi l'appliquer aux humains. Voilà. Et puis après, ben, dans un autre plan aussi, ça va être de travailler en équipe avec la famille et l'équipe soignante, comme on en a parlé tout à l'heure et comme tu nous as parlé, toi, de ton travail, Lindsay. Voilà pour les grands objectifs. Alors, le public visé, ça va être les professionnels animaliers. C'est assez vaste, hein. Donc, tels que les éducateurs canins, les comportementalistes, les vétérinaires, les auxiliaires spécialisés vétérinaires, les soigneurs animaliers, que ce soit en parc zoologique, j'en ai eu pas mal hein, qui sont venus aussi des parcs, même si là, on parle dans cette formation que de l'espèce chien. Il y a beaucoup de soigneurs qui viennent dans ISCA pour se former aux soins coopératifs, qui est une branche de l'entraînement médical, mais qui est un peu particulière et du coup ils s'y intéressent pour la mettre en place aussi dans leur pratique. Donc c'est pour ça que je le mets pas dans les contextes d'intervention parce que c'est un peu particulier Mm. et que vu que on n'aborde pas toutes les espèces, on ne pourrait pas dire que c'est dans le rôle des ISCA. Mais voilà, en tout cas, il faut savoir que ça existe. On a des toiletteurs qui viennent aussi, pas mal d'ostéopathes, ça peut être des gestionnaires de pension, enfin voilà, on va dire tous les professionnels animaliers qui sont habilités légalement à travailler avec les animaux peuvent postuler pour la formation. Si vous avez déjà une expérience en entraînement animalier, cela peut vous aider pour la formation. Mais vraiment, ça ne doit pas être un frein pour vous inscrire si ce n'est pas le cas, parce que vraiment, au cours des sessions déjà passées, moi, voilà, quand je sélectionne les dossiers, je sélectionne vraiment sur la motivation et pas forcément sur juste le métier. Euh, et, euh, et on a eu des très belles surprises où on a eu des personnes qui avaient jamais touché un clicker, jamais entraîné d'animaux autres que voilà, juste vivre avec un animal, hein. On entraîne déjà son chien sans le savoir quand on vit Oui. avec un animal, mais du coup, ces gens-là n'avaient pas du tout d'expérience. Donc, je pense à une ASV en particulier et certaines ostéopathes, et qui ont été diplômés haut la main, alors que parfois, bah, des éducateurs canins ont raté le diplôme. Donc, voilà, c'est pas forcément un critère qui va vous dire que vous allez pas réussir, quoi. Vraiment, l'important, c'est plus être très motivé et être assidu durant la formation et suivre bien les principes des soins coopératifs et de ce qui est dit dans la formation. Mais voilà, ça, on verra un peu plus tard. Donc, l'applicatif pour pouvoir s'inscrire à la formation, ça va être titulaire de l'ACACED, l'attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, ou du certificat de capacité pour les personnes qui vivent en France, ou d'un diplôme, on va dire, qui permet d'entraîner les animaux, qui est comme celui d'ASV, de vétérinaire, le BP éducateur canin, les diplômes de toiletteur, d'ostéopathe, de soigneur animalier, enfin ce genre de diplôme. Donc si vous n'êtes pas en France, comme toi Lindsay, n'hésitez pas à écrire à Muso Plus pour demander, ben voilà, montrer, enfin la Belgique c'est très particulier, mais Oui. expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans votre pays. Nous, on vérifiera de toute façon. Et puis, si c'est tout bon, vous pourrez vous inscrire. Et pareil, bah, si vous n'êtes pas sûr de rentrer dans les cases, n'hésitez pas, pareil, à nous écrire. Nous, on regardera avec vous si c'est bon ou pas pour les justificatifs d'entrée à la formation. Voilà.
Donc les admissions, comment ça se fait? Alors pour l'instant, ça va être là, maintenant, tout de suite, cette année. Il suffit de compléter le formulaire qui est en ligne avant le 30 juin 2025. Donc ce formulaire, vous pouvez le trouver sur la page de la formation certifiante ISCA sur le site de Musoplus. Vous déroulez un petit peu et puis vous le trouvez. Sinon, vous nous envoyez un petit mail et pareil, on vous envoie le lien, il n'y a pas de problème. Je pourrais Ensuite, aussi la le sélection, mettre, pardon, je pourrais ouais, aussi le mettre dans le live, hein, comme ça les gens pourront avoir accès en un seul clic. ok, super, bah ouais, si tu peux le rajouter après Je dans ferai les ça. commentaires ou quoi, c'est top, génial. La sélection, une fois que les dossiers ont été reçus, la sélection va être faite durant les premiers jours, les 15 premiers jours de juillet. À l'issue de cette sélection, les sélectionnés vont recevoir un mail avec le contrat de formation à signer et une première modalité de versement à régler pour finaliser l'inscription. Grosso modo, hein, la sélection, ça va être vérifier que vous avez bien les qualifications requises pour donc voilà, hein, ce dont on parlait avant, pour pouvoir entrer dans la formation. Et ensuite, une lettre de motivation, un CV qui va me permettre de voir un petit peu pourquoi vous postulez à ISCA, qu'est-ce qui vous motive dans cette formation, pourquoi vous avez envie de faire ça. Donc cette formation, elle est accessible presque à tous. Donc je voulais un petit peu euh, détailler parce que comme c'est une formation qui va être majoritaire, enfin pour l'instant tout en ligne, ça va impliquer certaines restrictions. Donc pour les personnes à mobilité réduite, il y en a, on a déjà eu des personnes qui avaient certains handicaps qui ont participé à la formation par le passé et qui s'en sont bien sortis. Donc on va dire que ça va dépendre des possibilités de chacun, mais il ne faut pas hésiter par exemple à se rapprocher de nous et à discuter au cas par cas pour voir si tout est OK et si ça va être faisable. Mais grosso modo, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Il faut savoir, donc pour tout ce qui est déficience visuelle, il faut savoir que les supports, il y a beaucoup de textes et de vidéos. Donc ça va dépendre un petit peu pareil, du degré de déficience. Est-ce que vous arriverez quand même à voir les vidéos ou pas pour pouvoir suivre la formation. Idem pour tout ce qui est déficience auditive. La plupart des vidéos vont être sous-titrées maintenant. Et puis, moi, je fais des transcriptions. Donc, avec certains logiciels, vous allez pouvoir les lire. Il y a certaines vidéos qui ne sont pas encore sous-titrées, mais c'est en cours. Donc, si jamais vous tombiez sur une vidéo qui ne l'était pas hésiter à revenir vers moi. Et puis, moi, je ferai le nécessaire ou voilà, une vidéo que vous entendez mal, il y aura pas de souci pour ça. Par contre, sur cette édition 2025, je vais y revenir un peu plus tard, il va y avoir des lives et il y en a deux qui sont normalement obligatoires pour suivre la formation, pour pouvoir valider la formation. Le premier et le dernier. Donc, pour cela, éventuellement, si vous avez vraiment des problèmes pour entendre, on peut en parler et moi, je verrai un peu comment je peux adapter pour vous transmettre ce contenu pour que vous loupiez pas d'informations. Mais voilà, j'ai pas envie que ce soit un frein pour des personnes comme ça. Voilà. Tout ce qui est troubles 10 et neurodéveloppementaux, non plus, développementaux, il n'y a pas de problème non plus normalement pour suivre la formation. Elle devrait être accessible et puis vous inquiétez pas, moi je m'adapte aussi euh, à chacun. Donc le fait que de pouvoir suivre un petit peu à votre rythme, il y a des périodes de pause aussi durant la formation permet que si vous avez des périodes où c'est un peu plus difficile pour vous, vous pouvez un petit peu gérer votre temps de travail en fonction de votre rythme. Donc ça, c'est aussi un avantage de cette formation en ligne. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter pour savoir si le cours est adapté pour vous et on fera vraiment au mieux pour vous aiguiller en fonction de votre situation personnelle afin de vous dire, là, ça nous paraît faisable ou vous risquez d'être en difficulté. Et puis voir, nous, si on peut mettre des choses en place pour justement adapter et que ça soit possible.
Donc, le déroulement de la formation, il va un petit peu changer en 2025. Et donc, je vais commencer par ces changements avant de vous parler un petit peu du déroulement lui-même. Donc, ce qui va changer, il y a plusieurs raisons hein, de ces changements et je vais les évoquer ici. Ça va être déjà dans un premier temps, on va avoir des visios en direct qui vont avoir lieu une fois par mois. Auparavant, c'était que sur le forum, avec la publication des leçons, etc. Les échanges via le forum avec l'instructeur. Là, moi, je vais mettre en place cette année donc des visios en direct une fois par mois de sorte qu'on puisse échanger. Donc, normalement, vous avez les leçons qui sortent le samedi et les visios seront le lundi soir. Ça va me permettre, moi, de voir avec vous si les leçons qui sont sorties la semaine d'avant, elles sont claires, si vous avez des questions, de dégrossir au maximum et que ça puisse être plus limpide, de discuter à ce niveau-là. Vous aurez le temps de faire quelques exercices durant le week-end où généralement, moi, je travaille pas et donc de faire déjà un premier retour ou si vous avez des questions par rapport, à la première mise en place des exercices, on pourra en discuter lors de ce live aussi et aussi, bah, voilà, de débriefer sur, vos ressentis, et aussi de faire un peu une cohésion de groupe. Parce que ça, c'était quelque chose qui m'a été remonté sur les sessions précédentes, où il y a pas mal d'élèves qui auraient aimé avoir voilà, plus de réunions où ils pouvaient échanger ensemble, où on pouvait voilà, avoir des relations de groupe. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en place et qui voit le jour du coup en 2025. En deuxième, en changement de majeur, on va avoir une période de transition d'un mois à la fin de la période de cours qui inclut des rattrapages ou donc des rattrapages pour ceux qui n'ont pas validé tous les exercices du contrôle continu ou un suivi sur les exercices de leur choix pour ceux qui ont validé le contrôle continu. Donc voilà, ils ont 4 semaines de coaching supplémentaires sur les sujets de leur choix. Et aussi, pendant cette période-là, ça sera la période où ils pourront réaliser et soumettre leur examen blanc. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est avant, il y avait, on va dire, toujours quelques élèves qui passaient au rattrapage, qui étaient un petit peu en retard et on prenait des semaines de rattrapage. Donc les personnes payaient des semaines supplémentaires pour pouvoir rattraper leurs cours. Là, cette fois-ci, à partir de maintenant, on va faire ça un peu différemment. Il y aura cette période de transition qui inclura les rattrapages pour tout le monde. Et pour ceux qui ont déjà fini, ben voilà, ça leur fait un suivi en plus, du coaching en plus pour en bonus sur n'importe quoi, que ce soit n'importe quel sujet, que ce soit pour leur chien ou avec leurs clients, etc. Et ce sera possible de soumettre des vidéos avec leurs clients, etc. Donc ça, c'est voilà, en vue aussi de pouvoir avoir des gens qui arrivent vraiment au bout de la formation de manière peut-être plus sereine aussi, si nécessaire. Aussi, en troisième, ça va être un module 4 qui va être plus long. Donc le module 4, c'est le module sur l'accompagnement. On va dire où on va parler de coaching, on va parler de comment mener un bilan, comment structurer une séance, comment guider les personnes de manière efficace et bienveillante pour amener les binômes et les familles vers la réussite. Et donc, ce module-là, en fait, pour la petite histoire, au début, il était très succinct, parce qu'on s'était dit, bon, ben, les personnes qui s'engagent là-dedans, elles sont censées déjà être plus ou moins coach, parce que c'était plutôt une formation hein, qui s'adressait aux éducateurs canins en premier lieu. Et en fait, on s'est rendu compte au fil des examens, surtout que souvent, il y avait des lacunes au niveau du coaching. Et donc, c'est un module que j'ai développé au fur et à mesure des années, qui est devenu de plus en plus long. Donc là, maintenant, il va faire un mois. Et ce module-là, je vais aussi incorporer un travail accompagné sur une étude de cas qui sera probablement pour de la simplicité, une étude de cas qui se fera entre les élèves. La raison, c'est qu'il y avait pas mal, il reste encore un taux d'échec à l'examen qui est trop à mon goût. Et bien sûr, alors moi, j'ai pas du tout envie de descendre l'exigence qu'on a sur le diplôme ISCA, donc ça ne changera absolument pas. Par contre, du coup, souvent, ces personnes-là qui vont rater le premier examen, ils vont l'avoir s'ils font le rattrapage.
La plupart des gens vont être on va dire ce cas-là. Donc moi, mon but, c'est que justement, en partant de ce constat, essayer de mieux préparer sur les études de cas en amont pour qu'on n'ait plus besoin d'avoir cette case de l'examen raté, avoir avec les points à corriger et que ça soit tout de suite une réussite. Donc ça vraiment cette volonté-là que j'ai. Même s'il y a déjà un examen blanc qui est mis en place depuis 2 sessions, je pense qu'il faut encore pousser le truc un peu plus loin. Et puis pareil, l'examen blanc, il va être un petit peu plus complet aussi pour avoir un feedback plus précis et vous permettre de encore mieux réussir votre examen final. Donc voilà. Et la quatrième gros changement qui va intervenir, c'est que les périodes d'examen vont être les mêmes pour tous. C'est-à-dire que il y aura l'examen théorique, il aura lieu pour tous le même jour. Et quelques jours après, une semaine après l'examen théorique, on envoie toute la promo, le sujet de l'examen pratique, et ils ont 6 mois pour le faire et le rendre. Donc l'examen, la date de rendu sera aussi la même pour tous. Ce qui me permettra, moi, après, de me bloquer une semaine pour corriger tous les examens et du coup de les rendre de manière plus rapide parce que souvent, voilà, quand j'avais des examens qui arrivaient un peu au compte-gouttes, c'était parfois, enfin, c'est toujours le cas, c'est un peu plus difficile pour moi d'arriver à les incorporer dans l'emploi du temps et de les corriger très rapidement. Donc souvent, ça traînait un peu. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne pour les élèves. Donc voilà. Ça va simplifier à la fois pour la gestion administrative de nos super secrétaires et puis pour un temps de rendu des corrections qui sera plus court normalement. Voilà pour les grands changements pour 2026. 2025. Ça semble top. Voilà. Donc au niveau du fonctionnement général, on va avoir des leçons qui vont sortir une fois par semaine le samedi pendant les périodes de cours. Comme je vous disais, on a choisi le samedi pour que vous ayez le temps de lire un petit peu les leçons, éventuellement de travailler un petit peu les exercices, puis de pouvoir les poster en début de semaine et de profiter du live le lundi une fois par mois pour poser des questions afin que vous profitiez mieux de la période de coaching. Parce que moi, du coup, je vais généralement intervenir le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et donc voilà, vous aurez déjà eu le temps un peu de travailler avant que moi, je commence mes jours de coaching. Donc ça vous permettra de pas trop décaler dès la première semaine votre temps de travail et vos rendus d'exercice. Donc ça, c'est pour ça qu'on a un petit peu organisé ça comme ça. On a un rendu et des corrections des devoirs dans un espace qui est une sorte de forum qui est dédié aux candidats sous forme de vidéos, d'écrits et de documents selon les exercices demandés. Les échanges de questions sont absolument limités avec l'instructeur, enfin avec l'instructrice, excusez-moi. Et puis, les élèves ont la possibilité de soumettre 3 vidéos de 2 minutes par semaine. Et en plus, du coup, cette visioconférence, une fois par mois, dont je vous parlais tout à l'heure, et dont la première et la dernière sont obligatoires. Donc la première, pourquoi elle est obligatoire? Parce que ça va être la première semaine, c'est comme une grosse semaine, c'est là où il y a le plus de théorie d'un coup, avec le plus de lecture, etc., où il y a pas mal de notions à intégrer, surtout pour les personnes qui, par exemple, débutent complètement l'entraînement qui ont zéro notion des mécanismes d'apprentissage, tout ça, et qui partent de zéro. Donc là, j'ai vraiment envie que dès la première semaine, je puisse être là pour assister toutes les personnes et qu'ils partent sur le bon pied. On va parler aussi sans doute un peu de matériel, etc. Donc, afin que ce soit une première semaine qui se passe bien sur le déroulement, etc., et ben on fait cette visio dès le départ et celle-là, elle est, on va dire, obligatoire. Et la dernière, c'est pareil, c'est aussi pour faire un débrief sur l'ensemble de la formation et puis répondre aux dernières questions par rapport aux examens, etc., pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Donc l'évaluation, comment elle se passe? Il va y avoir un contrôle continu
80% des exercices de la classe doivent être rendus durant les périodes de cours ou la période de transition. Donc, quand on dit rendu, grosso modo, hein, ça va être beaucoup d'exercices pratiques. Il y a des exercices aussi écrits, des documents à rendre, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'entraînement à faire des chiens. Donc, on doit entraîner son chien, se filmer, poster la vidéo. Et grosso modo, je vous demande pas de réussir l'exercice. Il n'y a pas d'obligation de résultat. L'important, c'est de montrer que vous avez essayé de le faire. Ok, donc respecter son chien et aller au rythme de son chien, qui est vraiment l'essence de ce cours, c'est la priorité absolue. On ne demande pas de pouvoir couper une griffe, par exemple. Mm. On veut travailler dans le sens de pouvoir aller entretenir les griffes de son chien, par exemple, si on parle de la partie sur les griffes. Mais voilà, il ne faut pas se mettre la pression et risquer de mettre son chien en difficulté pour ça. Ok, c'est vraiment une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. On doit montrer qu'on a travaillé les exercices, mais pas forcément que on a réussi jusqu'au bout à aller, puisque chaque chien a euh, une évolution qui va être vraiment propre à lui. Et pour certains chiens, ça ira très vite, et pour d'autres, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Je pense qu'Insee, tu pourras en témoigner dans la vie quotidienne avec tes clients. C'est sûr. Mais voilà. Chaque cas est différent et puis même avec mon propre chien, hein, il y a quand on a des chiens qui sont, bah, par exemple, le mien, il vient de la SPA, voilà, et je l'ai adopté à 4 ans, donc déjà pas quand il était jeune et tout ça. Donc il y avait déjà pas mal de phobie des soins au début. Ben, on part pas du même niveau quand on a un cas comme ça que quand on a eu son chiot d'entraîneur, tu sais, ou en tout cas il y a plus de facilité parce qu'il peut aussi y avoir des grosses phobies dans ces cas-là, bien sûr, mais parfois il y a plus de facilité Ouais, d'entraînement. on parle de manière générale parce Oui, voilà. qu'effectivement, voilà, on peut avoir des chiots qui ont déjà un gros vécu, un gros passif, Oui, ouais, ouais, c'est mais sûr. et puis la génétique joue, etc. hein, mais on va dire de manière générale, oui, Oui, complètement. on part pas du même niveau, donc c'est vrai que ça serait difficile sur même une période d'un an d'avoir une obligation de résultat, donc c'est parfait. Cette manière de travailler, ça va bien dans les valeurs d'ISCA aussi. Oui, complètement, puisque c'est ce qu'on demande aussi, voilà, pour les examens, justement, l'examen pratique, on va y venir, quoi. Donc, on a un examen théorique qui va se passer en fin de période de transition. Et puis un examen pratique qui va être basé sur 2 études de cas et la durée, on va dire, entre la distribution du sujet et le rendu de l'examen est de 6 mois. Donc, faut pas hésiter à préparer en amont ces cas avant la distribution du sujet. Donc, vous avez quand même tout le temps de la formation pour sélectionner voilà, des gens qui voudraient travailler avec vous dans ce cadre-là. Je reviendrai un peu dans le cadre de la formation, lors de la formation, je reviendrai vers les élèves pour leur expliquer comment sélectionner leur cas. Mais voilà, pour vous donner un petit peu le topo pour l'évaluation. Et grosso modo, vous allez avoir une note qui va être sur 100. Donc 20 points pour l'examen théorique et 80 points pour l'examen pratique. Et il faut avoir minimum 80 pour obtenir le diplôme ISCA. Voilà, ça ne change pas. Non. On a une grille de notation qui fonctionne tout à fait bien, donc elle ne bouge pas. Au niveau du matériel pour suivre la formation, comme c'est une formation qui est en ligne, on va avoir besoin d'un accès à un ordinateur et à une connexion Internet stable. On va avoir besoin d'une boîte mail qu'on va consulter régulièrement parce que vous allez avoir des mails parfois de relance. Si vous n'êtes pas très assidu, le secrétariat va vous harceler pour vous dire «Eh oh, qu'est-ce que vous faites?» Enfin voilà, en tout cas, vous êtes bien assistés nous, on essaye de faire en sorte que les élèves décrochent pas, donc on sera derrière vous pour vous dire «Allez, allez, courage!» Vraiment, on essaie de soutenir chaque élève dans l'effort parce que voilà, c'est quand même une formation qui est longue, donc faut quand même s'accrocher. On va on va avoir besoin d'un compte YouTube pour héberger les vidéos qu'on va ensuite poster sur le forum, avoir un téléphone ou une caméra et un pied pour filmer, voilà, que vous ne soyez pas dépendant de quelqu'un pour vous filmer lors de vos sessions. Bien sûr, avoir un chien, accès à un chien chaque semaine pour réaliser les exercices.
La plupart du temps, les personnes qui font ISCA travaillent avec leur propre chien, mais c'est déjà arrivé que des personnes le fassent avec des chiens extérieurs. Par contre, bah, c'est plus difficile en général parce que bah, vous avez moins de possibilités d'entraîner ce chien-là, moins d'accès. Donc, comme il y a quand même un travail conséquent, c'est vrai que c'est plus facile si vous avez votre propre chien. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, que vous avez une situation particulière, n'hésitez pas non plus à m'écrire et à en discuter avec moi directement pour que je puisse un petit peu vous en dire plus. Vous allez devoir télécharger et installer le logiciel Zoom pour les visioconférences et puis certains exercices du coup avec les autres élèves, notamment par exemple l'examen blanc, si vous n'avez pas accès à des humains proches de chez vous pour le faire, il peut être fait avec d'autres élèves de la promo, donc avoir Zoom pour faire ça si vous êtes loin géographiquement, ça marche tout à fait bien. Donc, avoir accès à des humains proches occasionnellement pour réaliser les exercices, donc comme de la famille, des amis, des collègues. Mais comme je vous disais, bah, s'il y a besoin, que ce n'est pas le cas pour vous, vous pourrez faire la plupart de ces exercices-là avec d'autres élèves. Donc, voilà, ne soyez pas trop inquiets là-dessus. On va voir, donc là, je vais parler brièvement du matériel d'entraînement, mais grosso modo, il y a pas mal de choses qu'on peut voir presque dans la formation, hein. Donc, pareil, pas besoin de tout acheter dès le départ, avant de rentrer dans la formation. Ce qui va être important, avant tout, éventuellement que vous ayez avant la formation, c'est d'avoir un sol qui va être antidérapant. Donc, prévoir pour on va dire la zone d'entraînement, une zone qui soit suffisamment grande pour que votre chien soit sur une surface antidérapante lorsqu'il va s'entraîner. Donc ça va être un tapis, ça peut être de la moquette, ça peut être des dalles antidérapantes. Il n'y a pas forcément besoin de prendre les super dalles de sport en mousse, etc. On peut très bien juste avoir un tapis d'ameublement si vous avez ça chez vous et que vous en avez un tapis dans votre salon, sur votre table, du salon. Vous pouvez très bien prendre ce tapis-là s'il est suffisamment grand, hein. Donc il y a pas besoin forcément de se ruiner. Mhm. Après, on va avoir besoin d'un récipient. Un bol en plastique, c'est parfait. On doit pouvoir attraper les friandises facilement dedans. Une pochette à friandises. Éventuellement un sifflet, mais c'est facultatif. Ça nous servira de marqueur, donc ça remplace un clicker. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent avoir un clicker à doigt. Donc moi, ce qui va m'importer, c'est que vous puissiez avoir les deux mains libres pour faire les exercices. Donc c'est vrai que le clicker, je trouve ça pas forcément pratique. Mais il y en a qui prennent les clickers anneaux et du coup, ça reste accroché à la main, donc c'est moins gênant. Il y en a qui utilisent par exemple un claquement de langue ou ce genre de choses, il n'y a pas de problème, ou un marqueur verbal. Donc ça, c'est vraiment en fonction un peu des besoins de chacun. Pour le sifflet, si jamais vous voulez vous en fabriquer un pour les soins coopératifs, il y a un article sur le blog que j'ai rédigé à ce sujet avec un petit tuto. Donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu pour le trouver. Lindsay, si tu veux rajouter le lien, tu es la bienvenue. Ça sera On dans va, les commentaires. ça marche. On va avoir besoin d'une petite cible sur laquelle l'animal puisse poser ses pattes avant. Elle devra lui permettre de rester debout dans une position qui va être la plus naturelle possible. Et ça, la hauteur de la cible, elle doit être au maximum celle du poignet du chien. Là, c'est, on va dire, l'erreur de matériel que je vois le plus souvent en début d'ISCA ou même de MT+. Souvent, enfin, les élèves prennent des gros marchepieds qui sont beaucoup trop hauts pour leur chien. En fait, on veut la cible la plus petite possible, la plus basse possible. Elle doit être suffisamment large pour que ce soit facile pour le chien de s'y mettre, suffisamment épaisse pour qu'il ait conscience de mettre les pattes sur quelque chose, parce que des fois, quand c'est trop fin, c'est Mm. pas suffisamment facile pour eux on va dire intellectuellement, de réaliser qu'il faut mettre les pattes sur quelque chose. Mais par contre, donc parfois on peut passer sur quelque chose d'un peu plus haut pour le début de l'apprentissage, mais la cible, on va dire, finale doit être maximum équivalente à la hauteur du poignet du chien. Ok. Ok. De préférence, elle doit pouvoir passer sous l'eau, elle doit être antidérapante et stable pour pas que le chien soit à risque de glisser ou voilà, on veut qu'il soit vraiment confortable. Moi, j'adore les tapis anti-vibration par machine à laver.
Ça fait une sorte de tartan, si vous voyez, c'est une sorte d'agglomérat de petits morceaux de gomme. Et ça, du coup, c'est assez stable. On peut le découper à la taille qu'on veut pour son chien. Si on veut en superposer plusieurs couches, il existe plusieurs épaisseurs, mais si on veut les superposer, enfin un peu plus haut, on peut les coller, voilà, et puis ça passe sous l'eau, il n'y a pas de souci. Donc, ça devient pas glissant non plus quand il y a de l'eau dessus. Donc voilà, j'aimerais vraiment cette solution-là. Un tapis antidérapant pour les baignoires ou douches en fonction de ce que vous avez chez vous, pour travailler justement tout ce qui est bain, douche, etc. Un endroit qui va servir de zone de repos par défaut. Donc ça va être pour notre porte de sortie ou notre zone d'attente. Ça peut être un tapis, ça peut être le couchage habituel de votre chien, ça peut être un lit de camp, une plateforme. Enfin voilà, il faut juste que votre chien puisse s'y coucher tranquillement. Un tapis confortable qui va être différent de celui de la zone de repos. Ça va être pour la position relax, pour ceux qui connaissent un peu. Un plaid ou une petite serviette, éventuellement pour la position museau qu'on pourra mettre sur notre main si on a besoin de changer un peu l'apparence de la main ou poser sur nos genoux, etc. Et puis après, on va avoir tout ce qui est outils pour les soins. Donc, ça va être les brosses, les ciseaux, une tondeuse, sèche-cheveux. Ça va être en fonction un peu de ce dont vous avez besoin pour le toilettage de votre propre chien. Vous pouvez utiliser d'autres objets parce qu'on a des chiens différents, des races différentes et ils n'ont pas forcément besoin des mêmes choses. Et après, on va voir tout ce qui est pour les griffes. Donc là, pareil, je vous cite lime, Dremel, coupe-griffe, mais ça, on va le voir un peu en détail dans la classe, quel va être comment choisir l'outil. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la panoplie maintenant. Vous pouvez très bien attendre la leçon de la classe ou on en discute ensemble pendant les lives pour choisir un peu votre outil, vu que ça vient. C'est pas une leçon qui arrive tout de suite. Vous avez le temps avant de commander, donc pas besoin de commander dès l'entrée de la classe. On va dire que euh, on va dire les premiers objets qui ne sont pas des outils de soins, ça peut être bien d'avoir au début de la classe. Par contre, le reste, on peut le voir après. Ok, on peut en parler après et choisir après. Donc après, il va y avoir tout ce qui est brosse à dents, doigtier, sérum physiologique pour travailler tout ce qui est soin des yeux, éventuellement des oreilles, du vaccin intranasal, ce genre de choses. Mhm. On va avoir une muselière, mais ça c'est pareil, s'il y a besoin, on peut en discuter par rapport au choix de la muselière. Si vous n'avez pas besoin du tout de muselière, je vous conseille plutôt d'acheter quelque chose qui est premier prix. Par contre, si vous avez besoin d'une muselière pour votre chien, à ce moment-là, ça sera intéressant de prendre une muselière qui soit vraiment, vraiment adaptée pour votre chien. Et à ce moment-là, le budget ne va pas être le même en général. Et n'hésitez pas à venir vers moi, pareil, pour qu'on en discute et que je puisse un peu vous aiguiller sur quel type de muselière choisir. Mais c'est pareil, c'est une leçon qui arrive relativement tard, donc il n'y a pas besoin de l'acheter avant la formation. Euh, un collier, un harnais, ça normalement chaque personne qui a un chien en a, donc ça devrait aller. Et puis du matériel pour stimuler les soins vétérinaires. Donc moi j'aime bien les petites valises jouets pour enfants pour jouer au docteur, ça marche bien avec un faux stéthoscope, etc. Ça coûte pas bien cher, genre 10 euros sur Amazon ou un truc comme ça. Et ça fait bien l'affaire, mais je sais qu'il y a des élèves qui aiment bien acheter chaque outil qui ressemble vraiment au vrai, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi au plaisir de chacun, à vous de voir. Voilà un peu pour le matériel, mais on reparle aussi pendant la classe. Donc pas de stress par rapport à ça, pas forcément besoin de tout acheter avant la formation, en amont, etc. On le voit au fur et à mesure. Donc, pour ce qui est du programme, on va voir un petit peu plus comment ça se répartit. Donc, va y avoir 20 semaines de cours qui vont être répartis en 4 modules. Au total, comme je vous disais, 24 semaines de suivi, donc les 20 semaines de cours plus les 4 semaines de la période de transition. Et le temps estimé pendant la période de cours est de 40 heures de lecture et 240 heures de travail personnel.
Là, on compte pas comment dire, on compte pas la partie étude de cas, examen pratique, hein. On compte vraiment que la période de cours. En moyenne, d'après nos élèves, on va dire qu'on a 1h30 de lecture par semaine et 12 heures de travail personnel chaque semaine. Je sais pas, toi, l'INSEE, quelle expérience de ça tu as? Oui, je pense qu'en fait le temps passe très vite et que c'est vrai que quand on est dedans, on se rend pas forcément compte que ça prend autant de temps, mais en réalité, déjà lire la leçon c'est une chose, la comprendre c'est une autre chose. Par exemple, on peut lire 2 ou 3 fois, tu sais, un certain endroit pour être sûr de ce qu'on a bien compris, et cetera. Il y a le lire, mais aussi l'intellectualiser, c'est ça que je veux dire. Et puis ensuite, il y a le fait de travailler avec son chien. Et puis il y a la partie un petit peu vidéo, montage. Enfin, quand je dis montage, les sessions d'entraînement, par exemple, si on veut mettre plusieurs entraînements sur 2 minutes de la vidéo qu'on t'envoie, moi je sais que je l'ai fait, je sais pas si c'est toujours d'actualité, cette manière de Ouais, tout à fonctionner. fait. Oui, oui, on peut continuer à faire des montages de plusieurs exercices du moment que ça rentre dans les 2 minutes, il Dans n'y a les pas deux de problème. minutes, ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, ça aussi, ça prend du temps, le fait de faire du montage vidéo, et puis après d'écrire le retour sur le forum en essayant d'être assez clair et concis et en mettant nos vidéos, etc. Tout ça, ça prend du temps, quoi. Donc Mm. quand on voit 12 heures, on se dit, waouh, c'est absolument énorme, mais en fait, ça passe super vite. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas 12 heures d'entraînement du chien. Oui, voilà. Voilà, c'est 12 heures tout cumulé entre assimiler le travail, rédiger ses plans, Mm, tourner avec son chien, analyser ses vidéos, sélectionner les morceaux qu'on va mettre, etc. tout à fait. Les mettre en ligne, les monter, les mettre en ligne, écrire, etc. Répondre sur le forum. Voilà, quand on doit le faire plusieurs fois par semaine, du coup, tout de suite, ça prend beaucoup de temps, quoi. Ouais. Donc, euh, donc c'est vrai que voilà, faut quand même avoir conscience de ça et se dire il faut avoir le temps de faire la formation, quand même un peu de temps d'investissement pour pouvoir la suivre de manière sereine, parce que le but c'est que vous en profitez vraiment. Euh, mais euh, mais ça va, toi tu l'as bien vécu. Oui, oui, Lindsay, ouais, ça va. je T'étais déjà l'ai en activité à ce moment-là. J'étais déjà en activité Ouais. et j'avais moins de rendez-vous qu'aujourd'hui et tant mieux parce que, par exemple, avec un planning comme j'ai aujourd'hui, j'aurais jamais pu, la caser donc les peut-être que si je peux donner un tip, c'est pour les personnes comme moi, qui ont des gros agendas déjà maintenant, peut-être que c'est une bonne idée pendant la période de l'ISCA de se dire d'avoir un temps de travail peut-être un peu réduit. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais, Peut-être complètement. si vous avez l'habitude de travailler de 9 heures du matin à 21 heures tous les jours, ça va pas être possible de caser ISCA derrière, quoi. Enfin, Ouais, ouais, c'est sûr. c'est dommage de perdre, enfin voilà, de perdre de la qualité de formation, alors que c'est quand même un truc hyper instructif et hyper important, je trouve. Donc peut-être qu'il faut prévoir de travailler un petit peu moins à ce moment-là, et puis pour les autres, gérez votre temps comme vous pouvez. Ouais, c'est ça. Oui, oui, et puis enfin, nous, le but, c'est que tout le monde aille au bout. Donc, c'est vrai qu'on préfère bien que les gens aient conscience du volume de travail que ça demande voilà, pour qu'ils arrivent à aller au bout de la formation, quoi. Donc, Mhm. voilà, c'est important. Donc, maintenant, on va voir un petit peu chaque module, comment ça se compose. Donc, le module 1, il va concerner tout ce qui est technique d'entraînement d'un comportement feu vert. Ça va être au niveau des objectifs pédagogiques, ça va être savoir utiliser un marqueur pour entraîner un animal et comprendre les mécanismes d'apprentissage généraux autour des soins coopératifs, mais de manière générale aussi sur comment les animaux apprennent et nous aussi. Ouais. Utiliser les compétences mécaniques propres aux soins coopératifs et à l'entraînement au marqueur, bien sûr. Reconnaître les comportements de stress chez le chien. Choisir et entraîner les comportements qui permettront au chien de communiquer avec nous lors des soins. Donc en fonction de chaque chien, comment choisir les comportements feu vert pour que ça soit confortable et en fonction aussi des soins à effectuer. Donc il y a un peu, on va dire, des compromis parfois à trouver aussi. Choisir le matériel adapté pour pouvoir travailler ces comportements. Mettre en place une approximation de vrai choix lors des entraînements pour limiter le risque de coercition par renforcement positif, c'est-à-dire l'apprentissage de la porte de sortie.
Et puis on met aussi en place, même si là je l'ai pas mis, mais par la même occasion, on met aussi en place une structure d'entraînement pour éviter que le chien frustre pendant les attentes, etc. Et on va vraiment apprendre à structurer les sessions d'entraînement pour que le chien soit à l'aise durant les entraînements, que ça soit au niveau de la durée, des pauses, etc. Et ça va être adapté en fonction de chaque apprenant, parce que bah, chaque chien est différent. Il y a des chiens qui peuvent travailler pendant très longtemps et jamais vouloir s'arrêter, d'autres qui peuvent laisser cette impression-là, mais en fait ils vont vocaliser très rapidement, et ben parfois ça veut dire qu'il va falloir modifier des choses, etc. pour à nouveau qu'ils soient à l'aise. Voilà, il y a plein de choses qu'on va ajuster durant ce premier module aussi pour trouver un rythme pour chacun. On va introduire le concept de consentement et donc apprendre à comment l'introduire une fois qu'on a appris nos comportements feu vert durant ce premier module et commencer à désensibiliser le chien à l'approche des mains, au toucher et aux premières manipulations. Ok, dans le cadre des soins coopératifs, avec l'aide des techniques des soins coopératifs, plus bah, la création des dog maps. Voilà. Donc ça va être vraiment le programme du premier module qui est assez conséquent déjà d'un point de vue un peu théorique et pour les gens qui n'ont jamais entraîné de chien. Une fois qu'on a ces bases-là, on peut introduire les différents soins. Donc d'habitude, je faisais module 1, module 2 et ensuite je faisais une pause d'un mois. Et ensuite, il y avait le module 3 et le module 4. Cette année, ça c'est une des modifications aussi, donc je vais tester, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça sera concluant. Mais la pause, je vais la faire après le module 1. Alors ça peut paraître bizarre parce que ce module 1, il dure 4 semaines. Et du coup, mince, une pause d'un mois directement après le premier module, trop bizarre. Mais, euh, mais en fait, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vraiment envie que les gens puissent bien peaufiner leur position, avoir le temps de se dire, je vais désensibiliser bien mon chien à déjà juste être touché, à manipuler de partout, juste avec les mains, sans vouloir se précipiter, et rusher les soins. Mhm. Et qu'ils aient vraiment ce temps-là pour asseoir vraiment les bases. Donc cette pause, en fait, il y a une sorte de pause de coaching, mais vous, les élèves, c'est mieux qu'ils continuent à travailler durant cette pause-là. Ok, c'est vraiment une pause pour vous permettre de bien assimiler, de peaufiner chacun de vos comportements de consentement dont vous avez besoin, pour qu'ensuite, quand on attaque vraiment l'introduction des soins, vous soyez pas en retard. Parce que souvent, j'avais un peu justement des gens qui avaient du mal à prendre en route, enfin, à réintroduire les soins alors que leur chien, il supportait à peine qu'on commence à bouger les mains autour d'eux, etc. Donc voilà, donc j'ai mis cette pause-là à ce moment-là et on va voir comment ça se passe, du coup, si c'est plus facile pour la suite pour les élèves. Hop. Ensuite, on a du coup le module 2. Ce module 2, ça va être planifier, entraîner les soins. Il va durer 5 semaines. Et durant ce module, on va apprendre à concevoir des plans de désensibilisation pour n'importe quel soin. Donc, savoir comment on les écrit, comment on peut être un petit peu créatif pour arriver à désensibiliser un chien à n'importe quel stimulus sensoriel. Ensuite, on va mettre en œuvre ce protocole de désensibilisation. Donc là, ça va être, il va y avoir durant ce cours, on va avoir divers soins courants qui vont être faits par le propriétaire lui-même en général. Donc tout ce qui est soins des yeux, des oreilles, des dents, le toilettage de manière générale, par exemple le brossage, la coupe au ciseau, le bain, etc. L'entretien des griffes. Mais après, voilà, s'il y a des personnes qui ont des soins spécifiques pour leur propre chien, ils peuvent aussi apporter ça dans le cours. Il y a pas de problème. Ça sera que un enrichissement aussi pour le reste. Donc pas de souci. Ensuite, on va croiser différentes techniques d'entraînement et être créatif pour résoudre les problématiques qui peuvent se passer. Donc, parfois, ben voilà, on va être bloqué dans notre protocole. Et ben, comment sortir de là? Quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour faire en sorte de débloquer la situation? Mais il y a plein de choses à mettre en place. On va parler aussi de la muselière, choisir une muselière qui est adaptée à la situation de la personne et enseigner son port.
Et puis enseigner tout ce qui est port du harnais, du collier, de la collerette, avec, pour que ce soit la muselière ou le harnais, enfin voilà, le collier, tout ça, une part rééducation, c'est-à-dire si on a un chien qui a déjà été sensibilisé, comment on fait aussi, et pas seulement un chien naïf. Mhm. Vraiment aussi cette partie, ben voilà, qu'est-ce qui se passe quand on doit désensibiliser un chien avec un harnais, au harnais alors qu'il doit le porter tous les jours parce qu'il est réactif et qu'il peut pas porter un collier, enfin ce genre de choses. Donc ça, on le voit aussi dans la classe. Ensuite, on a le module 3 qui est le module le plus long, qui dure 7 semaines et qui va concerner tout ce qui est entraîner les soins faits par une tierce personne. Donc, quand on dit tierce personne, bah, c'est des soignants hein, en général. Donc, ça va être des vétérinaires, des ostéopathes, toiletteurs, etc., en fonction de ce dont a besoin le chien. Et bah, comment on fait pour entraîner les soins avec ces personnes-là? Donc, comment communiquer avec eux? Comment mettre en place des sessions à plusieurs? Comment concevoir et appliquer bah, les protocoles de désensibilisation aux soins vétérinaires les plus courants? Donc, on verra divers soins courants pour travailler ça déjà avec vos propres chiens. Et puis ensuite, habituer le chien à un lieu de soins et le préparer pour une hospitalisation. Et puis, bah, utiliser les soins low stress et d'autres approches d'entraînement médical lorsque les soins coopératifs ne sont pas utilisables, parce que parfois il peut y avoir des situations d'urgence où on ne peut pas utiliser les soins coopératifs. Et du coup, ben, c'est hyper important que vous ayez aussi dans votre boîte à outils d'autres solutions à utiliser dans ces cas-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va être encore plus développé. Bon, chaque année, je modifie des leçons et j'en ajoute sur chaque session. Donc là, il y aura aussi des sessions, des leçons un peu supplémentaires là-dessus, sur les soins low stress, même si j'en parlais déjà. Donc voilà, on va détailler un petit peu ça encore un peu plus. Et puis créer des documents de suivi pour ses clients, pour pouvoir voir un peu les progrès, donc pour son propre chien, mais aussi après pour les clients. Mhm. Le module 4, comme on en parlait au début, c'est la partie d'enseignement. Donc c'est comment enseigner les soins coopératifs. Maintenant, il dure 4 semaines et on va voir plusieurs thématiques. Donc on va voir bah, comment établir des documents pour la conduite d'entretien, pour arriver à pouvoir synthétiser plus facilement les questions, avoir des documents de suivi, avoir éventuellement des documents aussi pour expliquer les soins coopératifs. Donc, comment expliquer la théorie des soins coopératifs. Donc, pareil, il y a plein de techniques différentes. Comment établir un programme d'entraînement en soins coopératifs sur mesure pour le chien et le client qu'on a en face de nous. Comment structurer une séance d'entraînement avec un client. Donc, est-ce qu'on fait des pauses? Quand est-ce qu'il faut expliquer? Quand est-ce qu'on guide? Quand est-ce on peut laisser en autonomie, etc. Donc ça on voit tout ça durant la formation. Et puis, comment guider le client de manière bienveillante et efficace dans l'entraînement de son propre chien en soins coopératifs. Donc, comment on arrive à placer chaque binôme en réussite tout en étant bienveillant avec eux de bout en bout, quoi, et en respectant, comme on dit, en respectant aussi bah, l'émotionnel et le physique du chien tout au long des séances. Mhm. Donc, je vous ai fait un petit planning visuel pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Donc, le module 1, il commence le 6 septembre. Il finit le 3 octobre. Ensuite, on a la petite pause d'un mois dont je vous parlais. Et puis après, on attaque. Le reste des modules s'enchaînent avec simplement une semaine de vacances pour les vacances de Noël du 20 au 26 décembre. Voilà. Et pour le reste, ça enchaîne du coup jusqu'au 27 mars à la fin de période de transition. Ensuite, le 6 avril, vous avez l'examen théorique. Et le 13 avril, le sujet de l'examen pratique est envoyé. Et le rendu devra être fait le maximum le 12 octobre 2026. Voilà pour ce petit planning. Je vous le laisse quelques instants, mais voilà. De toute façon, toutes les infos là que je vous ai données aujourd'hui, vous pouvez les retrouver
enfin quasiment toutes les infos. Vous pouvez les retrouver sur la page instructeur soins coopératifs animaliers sur la formation certifiante sur le site Muso Plus, si vous en avez besoin. Je pense que de toute façon, ce live sera en replay aussi. Tout à fait, il est Donc, enregistré, je mettrai tous les liens dans les commentaires juste après. donc voilà, vous pourrez toujours revenir voir dessus. Et puis du coup, on va passer aux questions, mais avant les questions, je voulais avoir peut-être un peu ton expérience, toi, l'INSEE, de ISCA, ce que tu en as pensé, en toute objectivité. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu as eu des difficultés enfin, à certains endroits? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frustré, que tu aurais voulu différentes? J'en parle avec quasiment chaque promo, mais j'aime bien, j'ai bien envie d'avoir toi ton avis là en live, quoi. OK. Bah, moi évidemment j'ai adoré la formation ISCA, aussi parce que c'est vraiment les soins coopératifs, c'est vraiment, quelque chose dans lequel je me spécialise et donc je l'ai trouvé très, très riche, sur tous les points. Hem, j'ai beaucoup aimé les échanges avec toi évidemment. Hem, si on voulait vraiment, 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 trouver quelque chose, pour améliorer, alors seulement de mon point de vue personnel, ça aurait été, effectivement, ben, c'est des sessions live avec toi parce que dans ma promo, j'avais pas la chance de les avoir. Donc ça aurait été vraiment top et même pourquoi pas une fois en présentiel. Bon, ça c'est pas prévu, mais moi j'aurais vraiment beaucoup aimé. Puis après, je sais que c'est difficile parce que par exemple, moi je suis en Belgique. Bon, les ISCA ils sont partout en France et en francophonie, je crois. Je pense qu'il y a quelqu'un en Suisse. Bah, il y a moi en Belgique. Il y a même une deuxième personne en Belgique d'ailleurs. Mhm. Enfin bon, bref, on est quand même bien dispatché un peu partout. Donc c'est voir au niveau faisabilité. Euh, Au niveau difficulté, personnellement, la seule chose qui a été un tout petit peu, comment dire, compliqué pour moi, c'est ce truc de se filmer, découper les vidéos, les monter et envoyer. C'est pas compliqué dans le sens difficile à faire, mais plutôt dans le sens où ça prend du temps et voilà, ça prend du temps, tout simplement. Mais pas compliqué dans le sens, il faut être un ingénieur en informatique pour y arriver. Ouais, ça marche. Je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est juste que, en fonction aussi de son niveau d'aisance avec ces outils-là, bah, ça peut parfois prendre un peu plus ou moins de temps. Si je devais vraiment, voilà, dire des choses, je dirais ça, mais sinon évidemment, c'est hyper enrichissant. Je pense sincèrement que j'ai fait beaucoup de formations moi en low stress et en soins coopératifs. J'ai pas fait que ISCA et je pense sincèrement que ISCA est la plus complète que j'ai faite. Donc j'ai par exemple fait aussi Fear Free, en Mhm. anglais, en ligne, où là on va plus se concentrer sur les méthodes low stress qu'on voit aussi en ISCA. Ouais, Mais je vais c'est dire un traitement médical en général, plus le stress, pour avoir fait Fear Free aussi, c'est plus, on va dire, plus généraliste. oui voilà, c'est ça exactement. Mais ouais, voilà. On Mm. voit pas vraiment les soins coopératifs en profondeur comme on le voit chez ISCA. Il y a aussi la formation, bah, justement, Low Stress Handling de Sophia Mhm. Ying que j'ai aussi passée. Et là, on est plus pareil dans du low stress, de la contention, des Mhm. trucs un peu généralistes. Mais je trouve que enfin, on voit pas du tout aussi en profondeur, pareil, les entraînements soins coopératifs comme toi tu le proposes. Euh, j'ai vraiment l'impression que dans tout ce que j'ai pu voir autour des soins coopératifs et du medical training, c'est la formation la plus poussée que j'ai faite et que je connaisse à ce jour. C'est pas pour te lancer des fleurs. C'est vraiment parce que je le pense. Et alors, la dernière chose aussi qui est super importante, c'est que tu disais tout à l'heure qu'il y avait des, des échecs. Et ben, finalement, ça montre que le niveau d'exigence de la formation, bah, il est réel, quoi. Dans le sens où, par exemple, je pense à Fear Free, bah, tu vois, c'est un QCM, on est moins dans de la vidéo coaching, etc. On est moins dans... Je veux dire, il y a quand même une certaine exigence en termes de compétences, de connaissances, etc. pour la réussite de l'examen Mhm. qu'on retrouve pas forcément dans d'autres formations en ligne, en tout cas dans celles que moi je connais.
Oui, oui, en tout cas, c'est sûr que sur Fear Free et sur Le stress le en ligne. stress en ligne que j'ai fait aussi, c'est des QCM hein, dans les deux. Oui, Presque, c'est plus difficile de faire le questionnaire d'entrée dans Fear Free que celui pour valider la formation, qui est plutôt avec des questions un peu plus ouvertes, etc. Mais celui de Fear Free, c'est vrai que enfin, tu peux même consulter les leçons si tu as envie, donc c'est voilà, pas vraiment très compliqué. voilà, c'est ça. Voilà. Donc ouais, c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'ai vraiment à cœur d'essayer de proposer la formation la plus complète possible et je Mm. fais pas de rétention d'informations du tout. Je vous donne tout ce que j'ai, tout ce que je sais. C'est pour ça que chaque année, je la mets à jour dès que, voilà, que ça soit au travers de ce que j'apprends avec mes propres élèves, au travers de ce que j'apprends avec mes chiens, ce que j'apprends en formation, etc., parce que je continue la formation continue, évidemment. Ben voilà, je réinjecte tout dans Iskia pour donner le plus possible, que ce soit dans les échanges, hein, parce que bien sûr, il y a les leçons et moi je complète les leçons chaque année, mais il y a aussi les échanges sur le forum qui sont un complément à la formation. Donc si vous avez encore plus de temps, vous pouvez aussi aller aussi lire tout ce que je vais dire aux autres élèves pour voir des cas différents, des résolutions de problèmes différents, etc. Parce que justement, vous avez 10 études de cas que vous pouvez étudier et voir comment on les a résolus pour chacune d'entre elles, en Ouais. fait. Et c'est vraiment très très Euh, précieux parce que quand on ouais. va plus tard, puisque c'est une formation professionnelle, plus tard on va avoir affaire à plein plein de chiens, plein plein de profils Mhm. différents. Et moi, au quotidien, j'ai autant des chiens, tu sais, un petit peu pâteaux, qu'il faut motiver à fond Ouais, la ouais. caisse pour qu'ils s'entraînent, que des chiens super à fond la caisse, que là justement, il faut un petit peu essayer de canaliser pour avoir des comportements plutôt calmes en soins Mhm. coopératifs. Autant des chiens, je vais dire, qui n'ont pas forcément de problème de santé et qu'on a un peu du temps et des choses comme ça pour réaliser les objectifs, que des chiens qu'on doit vraiment gérer entre c'est quoi la priorité aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant Ouais. pour gérer un peu la santé de l'animal avant d'avoir réussi à emmener l'objectif de soins coopératifs. Enfin, il y a vraiment plein, plein, plein de profils différents. Donc, pouvoir voir 10 autres personnes et 10 autres binômes s'entraîner, plus les études de cas, etc., je pense que c'est juste essentiel, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est une des richesses de la formation qui Ouais, a pas forcément dans les autres, justement, parce que tout à fait. et qui va changer à chaque session, parce que vous apportez, chaque élève va apporter sa pierre à l'édifice et participer à la richesse de la formation. Donc c'est ça qui est très chouette aussi, je trouve, dans l'ISCA, et qui fait que, en tout cas, moi, je me régale chaque année. Oui, Donc voilà. Et après, tu disais, oui, par rapport à l'exigence du diplôme, c'est sûr que, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas du tout. Enfin, j'ai toujours eu cette exigence de qualité et de compétences, de compétences. Donc, on a une grosse grille hein, je crois qu'elle est sur 330 points en tout, puis après on la ramène waouh. sur 80, mais avec plein d'items. Généralement, c'est des items sur 5 points, donc c'est pour vous dire un peu le nombre d'items. Donc, on vous la dévoilera pas cette grille de toute façon, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est vraiment noté dans le détail. On a plein d'items pour rester le plus objectif possible. C'est corrigé par un jury de plusieurs personnes pour que ce soit pas que moi qui sois juge et justement que vous puissiez aussi passer au travers de la loupe de d'autres personnes extérieures qui connaissent pas les élèves et qui puissent avoir un regard neutre sur chaque personne. Sur leur travail donc ça c'est très précieux pour moi. Merci Lisa et Camille. Surtout Lisa et Camille, elle intervient, on va dire, plus on va dire quand on hésite. Si on a une hésitation, elle vient en trancher un peu. Donc voilà, donc vraiment, ça, ces critères d'exigence, ils seront pas baissés. Donc c'est plutôt, voilà, moi j'essaie d'adapter la formation chaque année pour arriver voilà, s'il y a des échecs, je me remets en question moi parce que voilà, c'est toujours le rat a toujours raison. Donc j'essaie de faire en sorte Ouais, que mes élèves, amener mes élèves vers cette excellence-là le plus possible. Bien sûr, je suis pas toute puissante non plus. J'essaie c'est normal. de garder ça en tête, hein, bien sûr, mais j'essaye au maximum de tendre vers ça, quoi. Voilà. Et je viens de me rendre compte qu'il y a un truc dont j'ai oublié de parler, parce que il y avait ta petite tête qui était par-dessus, c'était le prix de la formation qui a changé aussi. Ah oui.
Donc il est plus élevé maintenant, il est passé à 2 450 € avec, vu qu'elle est plus longue et cetera, qu'elle est visio en plus et donc voilà, ça fait du travail aussi en plus. Et puis, donc un point qui est important, c'est que depuis cette année, Muso Plus est passé Calliope. Et du coup, ça ouvre la possibilité à certains financements. Donc, selon votre profession, vous pouvez avoir droit à des financements. Donc, on a par exemple tout ce qui est salarié du monde animalier, donc les OPCO, il n'y a pas de souci pour les financements par les OPCO, donc vétérinaires, ASV, les éducateurs canins qui seraient salariés. Il y aura pas de souci pour ça. Et après, il y a tout ce qui est indépendant qui cotise à la MSA ou salarié de la MSA avec Vivea. Là aussi, les financements sont possibles. Donc voilà, si c'est un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Muso Plus directement pour voir un peu ce qui est possible de faire avec votre organisme de formation, avoir les formulaires, etc. Et pour l'instant, bah, on travaille voilà, sur d'autres, enfin, pour les autres catégories professionnelles, on cherche d'autres situations de financement. Et donc, par exemple, bah, il y en a certains qui peuvent demander une partie en présentiel. Donc, pour l'année 2025, il n'y aura pas de partie en présentiel, mais vu que tu en parlais, pour 2026, pour la session suivante, du coup, c'est possible qu'on mette en place du coup une partie en présentiel aussi sur ISCA pour que ces personnes-là puissent avoir accès au financement. Donc voilà, c'est à voir, mais on sait que ça peut être un peu à double tranchant, parce qu'il y aura peut-être des gens qui préféraient avoir que du en ligne et pour qui le présentiel sera un frein. Il y en a d'autres, bah, comme toi, qui sont quand même friands de se retrouver, moi la première. Hein. Donc voilà, moi ça me ferait super plaisir de pouvoir faire une session en présentiel avec mes élèves que j'ai suivis pendant des mois, se retrouver ensemble le temps d'un week-end et puis travailler, voilà, faire des entraînements ensemble, en profiter pour faire du coaching, etc. Des jeux de rôle, je pense que ça serait top, top, top. Donc À j'ai déjà fond. plein d'idées là-dessus. Si, Ouais. voilà. Mais voilà, donc ça sera pas pour 2025, mais peut-être pour 2026. J'ai raté le coche. Oh là là. Tu viendras, tu pourras venir en guest si tu veux. Non, mais après, c'est vrai que, comment dire, c'est vrai que la formation en ligne, ça a quand même son gros avantage de pouvoir être suivi un petit peu comme à la carte, quoi. C'est-à-dire que Ouais, quand on a déjà des agendas remplis, ben voilà, c'est OK de faire ces vidéos à 22 h et puis de les mettre sur le forum. Et puis quand toi, tu réponds quand tu travailles, évidemment. ouais, Mais c'est complètement OK de faire ça. Alors que quand on est tout le temps en live ou tout le temps en présentiel, c'est beaucoup plus difficile de libérer son agenda et de. Enfin, donc voilà, ouais, ouais, complètement. il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, mais de manière réaliste, je pense que c'est très très compliqué de proposer ISCA 100% présentiel. Non, non, ça Mais sera un pas week-end, 100% ce sera présentiel. génial. Un week-end, ce Ça sera sera, voilà, ça absolument sera génial. plutôt voilà, un truc comme je pense 2 jours, ça serait bien un week-end, Ouais, ce serait trop ça me bien paraît ça. pas mal. Et puis c'est pour ça aussi que les lives, je les ai pas tous mis obligatoires, c'est-à-dire que bah, les gens pourront les voir en replay, la plupart, mais je voulais quand même en avoir deux ou être sûr qu'ils soient là pour pouvoir poser toutes les questions et qu'ils ratent pas le coche. Et puis après, bah, s'ils veulent revoir les autres lives qui sont optionnels, ils peuvent les voir en replay après s'ils les ont loupés, quoi. Mais voilà. Donc Super. voilà, Alors, voilà pour ça. Est-ce pour que le tu as des petit questions? retour, voilà, j'allais te dire, pour le petit Ouais. retour, je suis passée par Facebook. On n'a pas de questions. Alors, Ok. soit c'était très très clair, bah, on n'a pas posé de questions. Mais Ok. en tout cas, ce que je propose, si toi ça te convient, c'est que Ouais. ben, après ce live, je vais poster le live en replay du coup, et que les Ouais. personnes qui ont des questions aient l'occasion de les poster en commentaire. Et alors, Ouais. je peux te les transférer pour que tu y répondes dans un petit commentaire, si jamais il y a des Avec, personnes qui avec sont. grand plaisir. Ça te Ça sera très conviendrait? bien. Ouais, ouais, super. OK, super. Donc voilà, on n'a pas de questions. Juste peut-être encore désolé pour le petit couac, on n'a pas pu poster ce live sur Instagram en même temps comme c'était prévu. On a eu un bug avec Instagram. Instagram ne voulait pas lancer le programme de streaming.
Du coup, ça sera disponible en replay sur Facebook. On essayera de communiquer aussi sur Instagram pour que les personnes qui sont sur Instagram puissent voir la vidéo. Et j'essayerai même de la mettre, si c'est possible, sur YouTube pour voilà, que ça reste comment dire, accessible pour un certain temps. J'en profite pour dire que on a eu des commentaires comme quoi les anciens lives Facebook n'étaient plus accessibles. Et en effet, on s'est rendu compte que enfin, récemment, Facebook a décidé de supprimer les replays après quelques mois, donc les anciens replays après quelques mois. Malheureusement, nous, on ne peut pas les récupérer. Par contre, ce qu'on va faire pour pallier à ça, c'est d'enregistrer les lives et de pouvoir les télécharger sur YouTube pour permettre comment dire, le replay plus longtemps, quoi. On les supprimera pas de YouTube du coup. On espère que ça pourra pallier à ce problème. Voilà, j'ai problème technique. C'est bon, j'ai dit. Ok, pétard, impeccable. Et puis, je voulais vraiment te remercier, Iris, pour ce petit live vraiment pour juste la création de la formation ISCA, parce que moi, ça m'a énormément, énormément aidé. Vraiment, ça, je te l'ai probablement déjà dit, mais je ne l'ai pas dit à toutes les personnes qui nous écoutent, donc du coup, je vais quand même le redire. Mais moi, j'ai commencé le medical training avec ton cours Medical Training 1. Et c'était mon tout premier cours sur Muso Plus, j'en avais pas fait d'autres avant. Et c'est vraiment grâce à toi que j'ai découvert bah, non seulement le medical training tout court, mais en plus cette manière hyper éthique d'entraîner le chien, cette vision vraiment bienveillante, etc. Et ben voilà, c'est toi qui m'as lancé sur Muso Plus. Et voilà, regardez où je suis aujourd'hui, je suis bien intégrée dans la plateforme là, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, encore merci pour tout ce que tu as fait parce que sincèrement, c'est un grand tremplin aussi dans ma carrière professionnelle, quoi. Non seulement au niveau privé, voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir avec mon chien, etc. Ça m'a beaucoup aidé, mais aussi dans ma carrière professionnelle, c'était vraiment un très grand tremplin. Merci Lindsay Bah, pour avec tes mots, plaisir. ça me touche beaucoup. C'est complètement sincère. Bon bah du coup, merci à ceux qui ont regardé le live. Yes, N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori, n'hésitez pas à les poster du coup en commentaire, on vous y répondra. tout à fait. Et puis c'était un plaisir de passer ce petit moment avec vous pour vous présenter mon petit bébé que j'aime de tout mon cœur. Et il y a de quoi. Merci beaucoup, Iris. Merci à toutes Ciao, et à tous ciao, de nous avoir regardés et à très très bientôt. Ciao, ciao! ciao.